Au sommaire de cette édition, le RHDP, entendait Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui est devenu un parti politique, a tenu ce samedi son premier congrès ordinaire à Abidjan. En République démocratique du Congo, la coalition Lamuka a rejeté la main tendue par le nouveau chef de l'État Félix Tshisekedi et continue de contester l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Et puis 2 casques bleus de l'ONU au Mali ont péri ce vendredi dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi dans le centre du pays. À moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, tient son premier congrès à Abidjan, au cours duquel ses statuts et ses instances définitives seront mises en place. Chers congressistes, nous sommes réunis ce jour pour achever la mise en place d'un projet politique, la création de notre parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2005. En effet, cette coalition nous a permis d'accéder au pouvoir et de nous y maintenir, de gagner toutes les élections, d'impulser le développement. C'est fort de ce succès que nous avons décidé de proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, transformer le RHDP en parti politique. Il ne s'agit pas d'effacer le passé. Il s'agit au contraire de s'appuyer sur le travail accompli pour regarder confiant l'avenir. Plusieurs milliers de militants se sont réunis au Palais des Sports de Treichville, une commune populaire d'Abidjan, pour ce qui constitue le véritable lancement du nouveau parti que ses dirigeants avaient mis sur pied lors d'un congrès constitutif en juillet 2018. Mais tout nouveau parti a pour ambition de conquérir le pouvoir et nous y croyons. Nous y croyons fermement et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir, mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir avoir ce pouvoir quand même. Ce nouveau parti unifié, voulu par le président ivoirien Alassane Ouattara, rassemble sa formation, le Rassemblement des Républicains, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, 6 députés et des personnalités d'autres partis. Le ministre de l'Information et de la Culture nigériane, Lai Mohamed, a assuré la communauté internationale que le président et candidat Muhammadu Buhari était en bonne santé et apte à se présenter pour un second mandat qui le conduira à sa réélection en 2019. Beaucoup de Nigériens continuent à se poser des questions sur l'état de santé du candidat du parti au pouvoir APC. Mais le ministre Lai Mohamed a tenu à dissuader les opposants. Dans les rédactions, la polémique sur l'état de santé de Buhari est d'actualité. L'état de santé d'un chef d'État, surtout au Nigeria, est un sujet d'actualité. Vous savez, à chaque coin de rue, des questions fusent. Buhari est-il apte? Pourra-t-il gérer ce pays durant les 4 années à venir? Au niveau des rédactions, les traitements diffèrent. Et le gouvernement nigérien fait tout son possible pour montrer la bonne image du chef de l'État. Ce qui est tout à fait contraire aux règles du métier. Mais nous sommes au Nigeria. Le traitement est une question de choix, si je puis m'exprimer ainsi. Une chose est certaine, l'équipe de campagne du président Muhammadu Buhari crie bec et ongle que son candidat fera des merveilles lors de son second mandat, contrairement au camp adverse qui ne voit qu'un candidat malade et fatigué. Face à une 60aine de candidats, à ce jour, le président Muhammadu Buhari a mis les grands moyens, tant sur le plan médiatique, pour faire de ces élections une réussite au sein de son parti. La coalition Lamuka, qui continue de contester la légalité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle ayant confirmé la victoire de Félix Tshisekedi, a rejeté la main tendue de ce dernier. Pour la coalition Lamuka, hors de question de cautionner une fraude électorale. Pour ceux qui étaient élus, déclarés gagnants, sont là, ils vont siéger. Nous sommes en train aussi de nous battre pour rechercher la vérité des urnes en différentes instances pour les assemblées provinciales. Nous continuons la contestation pour avoir la vérité des urnes.
Ce refus de la coalition Lamuka avait déjà été émis par différents regroupements politiques de cette plateforme électorale, mais les messages de félicitations de certains députés proches de l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi avaient jeté le trouble. Et surtout, le silence de ce cofondateur de Lamuka. Dans l'entourage de Moïse Katumbi, on assure que l'ancien gouverneur très occupé fissera rapidement l'opinion, mais qu'il est bel et bien engagé au sein de la coalition qui soutient Martin Fayulu et son combat pour la vérité des urnes. Malgré la contestation des résultats, les députés nationaux comme provinciaux de Lamuka siégeront bien dans leurs assemblées respectives en attendant la fin du contentieux. C'est le doyen des députés Gabriel Kiungu, issu de Lamuka, qui prend la tête du bureau provisoire de l'Assemblée. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 715, dont 666 confirmés et 49 probables. Au total, il y a eu 443 décès dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, indique le ministère de la Santé dans son bulletin. Le ministère note par ailleurs que 236 cas suspects sont en cours d'investigation, tandis que 248 personnes sont guéries de la maladie. Déclaré le 1er août 2018 dans la région de Beni au Nord Kivu à l'est, la deuxième épidémie d'Ebola en RDC s'est rapidement propagée vers la province voisine de l'Ituri dans le nord-est. Les régions de Beni et de l'Ituri sont régulièrement la cible d'attaques des groupes armés locaux et étrangers, notamment les forces démocratiques alliées des rebelles ougandais musulmans à Beni. Les élections du 30 décembre en RDC ont été annulées à Beni officiellement en raison de l'insécurité et de l'épidémie d'Ebola. La RDC fait face à la 10e épidémie de cette fièvre hémorragique depuis son apparition en 1976 dans la province de l'Équateur, située dans le nord-ouest du pays. Devant la commission d'enquête qui se penche sur les scandales de l'ère Zuma, Angelo Agrisi, ex-numéro 2 de la société de sécurité Bosasa, a entrepris de vider un à un les placards nauséabondes du Parti du Congrès national africain ANC. Depuis une semaine, l'homme raconte comment Bosasa, rebaptisé African Global Operation, s'est frauduleusement acheté de juteux contrats publics et la protection du pouvoir sud-africain. Ministres, députés, hauts fonctionnaires, la liste des personnalités mises en cause est longue. En bonne place figure l'actuel ministre de l'Environnement qui aurait, selon Angelo Agresi, perçu chaque semaine pendant 14 ans 50 000 rands, soit 3 200 € en liquide. Nous savions qu'elle était proche de l'ex-président Zuma et qu'au moindre problème, nous pourrions aller la voir et que nos affaires seraient réglées, a expliqué l'ex-numéro 2 de Bosasa, précisant que l'entreprise avait déboursé chaque mois de 4 à 6 millions de rands en pots de vin et cadeaux divers à des élus et hauts fonctionnaires, tous encartés à l'ANC. Son long témoignage, soutenu par de nombreuses preuves, a suscité un choc dans un pays pourtant habitué depuis l'ère Zuma aux scandales les plus extravagants. Un pays en pleine campagne pour les élections générales de mai. Et comme on pouvait s'y attendre, l'opposition s'est ruée sur les révélations pour appeler les électeurs à se débarrasser de ce qu'elle appelle le syndicat du crime. Du côté de l'ANC, on estime que ces témoignages ne sont pas vérité d'évangile. L'attentat passé, plusieurs suspects sont recherchés, d'autres ont été arrêtés, voire présentés à la justice. Entre-temps, le Kenya a renforcé ses mesures de sécurité. L'unité antiterroriste de la police remonte le réseau qui gravitait autour des 5 terroristes qui ont attaqué un complexe hôtelier de Nairobi le 15 janvier dernier. De multiples pistes pointent sans surprise vers la Somalie. 3 de leurs armes auraient appartenu au gouvernement somalien. On se souvient ? En novembre, les experts de l'ONU avaient averti que les Chebabs pouvaient accéder aux armes de certains soldats mal payés qui vendaient leur matériel au marché noir.
À cela s'ajoutent les saisies opérées par les islamistes lors d'attaques contre l'armée somalienne. Le président Uhuru Kenyatta vient de signer des amendements sur la loi d'identification des personnes. Le gouvernement sera désormais autorisé à collecter l'ADN ainsi que la géolocalisation des Kenyans et individus vivant dans le pays. Auparavant, l'enregistrement se limitait aux empreintes digitales. Désormais, la voix, la géométrie de la main, les lobes d'oreilles, de la rétine et de l'iris seront conservés. Leur mort intervient 5 jours après celle de 10 casques bleus tchadiens tués le 20 janvier à Aguelok dans le nord-est. C'était dans l'attaque la plus meurtrière contre la MINUSMA depuis son déploiement en 2013, revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. Ce matin, vers 6 heures, un véhicule d'un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une mine aux environs de Douanza, région de Mopti, selon le communiqué. 2 casques bleus ont trouvé la mort et plusieurs ont été blessés, dont certains grièvement, a ajouté la MINUSMA sans indication sur leur nationalité. Les 2 tués étaient de nationalité sri-lankaise, a ensuite affirmé une source au sein de la mission de l'ONU dans le centre du Mali sous le couvert de l'anonymat, précisant que les blessés avaient été évacués. La MINUSMA a dépêché un renfort sur place, non loin de Douanza, pour la sécurisation, selon la même source. La MINUSMA compte près de 14 000 militaires et policiers, dont quelques 200 casques bleus sri-lankais. Elle est la plus coûteuse en vies humaines des actuelles opérations de maintien de la paix de l'ONU, avec près de 180 morts, dont plus d'une centaine dans des actes hostiles, soit plus de la moitié des casques bleus tués dans le monde depuis 5 ans. Dans son dernier rapport trimestriel sur le pays, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souligne la croissance continue des attaques à l'engin explosif improvisé. Face à cette menace, la bonne exécution du mandat de la mission est entravée notamment par le manque de véhicules protégés contre les mines, déplore le secrétaire général de l'ONU.